Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire une brève présentation sur l'essentiel de technologie d'un réseau informatique. D'un point de vue structurel, un réseau informatique est représenté par son modèle OSI. Le modèle OSI est un modèle de 7 couches divisé en deux parties, haute et matérielle, que je vais présenter dans la suite avec des exemples réels et les troubleshooting possibles sur les couches. L'objectif de cette couche de modèle OSI est de standardiser la communication dans le réseau informatique. Le modèle OSI est simplifié en modèle opératoire qui s'appelle TCP/IP. Du bas vers le haut, le modèle OSI commence par la couche physique. Cette couche se charge de la transmission des signaux électriques ou optiques entre les hôtes en communication. Sa responsabilité est de convertir les trames de données en bits et les transmettre physiquement sur le média par les technologies de télécommunication comme la modulation du signal ou autre. La couche 2 est la couche de liaison qui effectue une liaison de données physiques. Elle fragmente les données en plusieurs trames, qui sont envoyées une par une dans un réseau local et gère l'acquittement des trames. Dans cette couche, des adresses physiques sont ajoutées aux données, les adresses MAC des cartes réseau de la source et du destinataire. Les équipements de gestion dans cette couche sont les switches ou les commutateurs. La couche 3 est la couche réseau qui se charge du routage, ou relais, des données du point A au point B, et de l'adressage de la source et du destinataire ainsi que tous les routeurs et les serveurs à travers lesquels le datagramme peut passer. Ici aussi, l'entête subit une modification. Il comprend l'adresse IP source et l'adresse IP du destinataire. Le protocole le plus utilisé à ce niveau est bien sûr le protocole IP, avec plusieurs techniques de routage différentes. C'est le routeur qui gère les opérations dans cette couche. La couche 4 est la couche de transport. Le nom de cette couche peut prêter à confusion, elle n'est pas responsable du transport des données proprement dit, physiquement, mais elle y contribue. En fait, ce sont les 4 dernières couches, transport, réseau, liaison de données et physique, qui toutes ensemble réalisent le transport des données. Cependant, chaque couche se spécialise. La couche de transport divise les données en plusieurs segments, ou séquences, et les réunit dans la couche transport de l'autre récepteur. Cette couche permet de choisir, en fonction des contraintes de communication, la meilleure façon d'envoyer une information. Devrais-je m'assurer que la transmission a réussi, protocole TCP, ou devrais-je juste l'envoyer et espérer que tout se passe bien, protocole UDP? Quel port devrais-je utiliser? Quel processus? La couche de transport modifie également l'entête des données en y ajoutant plusieurs informations, parmi lesquelles les numéros de port de la source et de la destination. Il n'a pas d'équipement réseau à ce niveau, c'est les protocoles de transport TCP ou UDP qui gèrent dans cette couche. La couche 5 du modèle OSI est la couche session qui vous permet principalement d'ouvrir une session, de la gérer et de la clore, entre les hôtes. La couche 6, la couche présentation, elle s'occupe de la sémantique, de la syntaxe, du cryptage/décryptage, et de tout aspect, visuel, de l'information.
elle formate les données pour les adapter à l'application réceptrice. La couche 7 est la couche applicative qui fait office d'interface pour vous donner accès aux services réseau et qui vous permettent notamment de transférer des fichiers, de rédiger un mail, d'établir une session à distance, de visualiser une page web. Plusieurs protocoles assurent ces services, dont FTP pour le transfert des fichiers, Telnet pour l'établissement des sessions à distance, SMTP pour l'envoi d'un mail, etc. Pour retenir ces couches de bas en haut. Partout le roi trouve sa place assise. Ou en anglais de haut en bas. All people seem to need data processing. Pour comprendre comment fonctionne ce modèle, on va prendre un exemple réel. Lorsqu'on envoie un email, les données voyagent à travers le modèle OSI, en traitant et ajoutant des données ou des entêtes au passage à chaque couche. Cette procédure s'appelle encapsulation. L'encapsulation consiste à encapsuler. En d'autres termes, elle consiste à envelopper les données à chaque couche du modèle OSI. Au début, nous n'avons que les données initiales, que l'on pourrait également appeler données d'application, pour notre exemple, le corps de l'email, le destinataire, l'objet de l'email, etc. Une fois dans la couche applicative, un entête A, application header, entête d'application, est ajouté à cette donnée initiale. La donnée de la couche applicative est un APDU. Les PDUs, protocole data uni ou unité de données de protocole est l'unité de mesure des informations échangées dans un réseau informatique, qui forme une sorte d'enveloppe qui contient deux choses, la donnée en elle-même et l'entête spécifique à chaque couche. Leur nom, IEPDU, sera précédé de l'initiale de la couche dont ces données sont issues. Par exemple, dans la couche applicative, elles prennent le nom d'APDU, Application Protocole Data Uni, unité de données de protocole d'application. La couche applicative transmet cela à la couche de présentation au-dessous. Cette couche ajoute un entête PHO APDU de la couche applicative et le nom du message devient PPDU. La couche de présentation envoie ce nouveau message à la couche de session et cette dernière encapsule son header avec le PPDU obtenu de la couche présentation pour former son SPDU. Et ainsi de suite jusqu'à la couche liaison, qui a la particularité d'ajouter également un trailer. Finalement, toutes ces données sont converties en une série de bits et mises sur le média pour la transmission. Dans la procédure de réception, chaque entête est enlevée lorsque le message grimpe les couches, tel qu'illustré par le schéma. Cette suppression d'entête, c'est la décapsulation, où chaque couche supprime son entête correspondant après l'avoir lue. Par exemple, l'entête NH, réseau, est supprimée dans la couche réseau de l'autre récepteur après que ce dernier l'a lu. Le design modulaire des réseaux informatiques par OSI facilite le développement, l'amélioration et la maintenance, troubleshooting, du réseau. Vous avez peut-être entendu parler du terme problème de la couche 2 ou des erreurs issues de la couche 3. Alors, s'il y a un problème de réseau, on va rentrer dans ce modèle et vérifier chaque couche et on peut diagnostiquer le problème assez rapidement. On peut prendre comme exemple. Problème couche 1, vérifier la connexion des câbles, les cartes réseau fonctionnent bien. Est-ce qu'il y a des raccordements de câbles défectueux, etc. Problème couche 2, il se peut qu'il y a des problèmes dans les commutateurs. Problème couche 3, est-ce que le routeur fonctionne bien?
Est-ce qu'on a la bonne IP adresse, etc. Et le processus se propage et suit son cours. Le modèle TCP/IP. Le modèle TCP/IP est un modèle opératoire simplifié du modèle OSI, inventé pour standardiser le réseau informatique. À la base, c'est une architecture réseau en 4 couches dans laquelle les protocoles TCP et IP jouent un rôle prédominant. Application, transport, Internet, la couche haute réseau, link layé en anglais. La couche haute réseau est assez étrange. En effet, elle semble regrouper les couches physiques et liaisons de données du modèle OSI. En fait, cette couche n'a pas vraiment été spécifiée, la seule contrainte de cette couche, c'est de permettre à un hôte d'envoyer des paquets IP sur le réseau. L'implémentation de cette couche est laissée libre. De manière plus concrète, cette implémentation est typique de la technologie utilisée sur le réseau local. Par exemple, beaucoup de réseaux locaux utilisent Ethernet. Ethernet est une implémentation de la couche haute réseau. Dans la version améliorée de TCP/IP, la couche haute réseau a été séparée en deux, physique et liaison de données, comme en OSI. Pour faciliter la comparaison entre OSI et TCP/IP, les deux modèles ont été mis à côte. On voit que la seule différence est que contrairement au modèle OSI, la couche application est immédiatement supérieure à la couche transport, tout simplement parce que les couches présentation et session sont apparues inutiles. On s'est en effet aperçu avec l'usage que les logiciels réseau n'utilisent que très rarement ces deux couches. Et finalement, le modèle OSI dépouillé de ces deux couches ressemble fortement au modèle TCP/IP. Rappelons-nous des protocoles et les équipements à chaque couche. La couche d'application contient tous les protocoles de haut niveau, comme par exemple HTTP, FTP et SMTP. Le point important pour cette couche est le choix du protocole de transport TCP ou UDP, à utiliser à la couche du dessous, la couche de transport. Les numéros de port sont ajoutés ici aussi, IE à la couche de transport, à la couche de réseau, network ou Internet layé en anglais. On a le protocole d'Internet ou le protocole IP qui s'occupe de la transmission des paquets en utilisation le routeur comme équipement. La couche liaison de données a des protocoles de liaison de données comme Ethernet, en utilisation les switches comme équipement, sachant qu'il y a des switches qui ont la capacité de routage qui fonctionne, dans ce cas-là, au niveau de la couche 2 et 3. Enfin, nous avons la couche physique. Ici, il faut penser à tout ce qu'on peut toucher comme les câbles et les cartes réseau, etc. Alors, quand on envoie des données, chaque couche ajoutera son propre morceau d'information. Ce processus s'appelle l'encapsulation. Et lorsque nous arrivons à la couche physique, les données sont transmises au périphérique du récepteur. L'appareil du récepteur commence alors à décapsuler les données. Plus en détail, commençons avec nos données d'application à la couche 5. Elles sont ensuite transmises à la couche suivante où les informations de transport sont ajoutées, un en-tête TCP ou UDP, qui contient des informations spécifiques. Par exemple, l'en-tête TCP contient des éléments tels que les numéros de séquence et les numéros de port de source et de destinataire et quelques morceaux d'informations supplémentaires. Nous reviendrons sur ce sujet avec plus de détails ultérieurement. Nous passons ensuite à la couche réseau où nous ajoutons l'en-tête IP qui contiendra l'adresse IP de source et de destinataire ainsi que d'autres morceaux d'informations. Enfin, nous avons la couche de liaison de données.
Ici, nous ajoutons non seulement un en-tête mais également un postambule ou un pied, trailer en anglais. L'en-tête ici contient l'adresse MAC de destinataire et de la source. Par ailleurs, le pied contient des informations de vérification d'erreur pour le côté récepteur peut vérifier et s'assurer que les données ont été reçues correctement. Une fois que les données atteignent la couche physique, elles sont physiquement transmises. Nous avons donc suivi le processus d'encapsulation. Il est important de noter qu'à chaque étape, les données ont un nom spécifique. À la couche 5, données. Une fois que les informations de transport ont été ajoutées, elles sont maintenant appelées un segment. Du fait de l'ajout des informations de couche réseau, le segment devient un paquet. Et finalement, une fois que les informations de liaison de données ont été ajoutées, le paquet devient une trame. Maintenant, une fois que les données ont été transmises, l'ordinateur récepteur décapsule les informations. Il vérifiera l'adresse MAC de destination pour cette trame, et si la trame est destinée à notre ordinateur, elle sera traitée et l'en-tête et le pied de couche 2 vont être supprimés. L'ordinateur vérifie ensuite les informations IP des paquets. Si le paquet est destiné à notre ordinateur, il sera traité et l'en-tête de couche 3 va être supprimée. Ensuite, les informations de transport sont lues et les données d'application sont envoyées à l'application réceptrice. La couche 4, couche de transport. Les deux principaux protocoles de cette couche sont TCP et UDP. L'application réseau doit choisir comment envoyer ces données. Ce choix se résume à: est-ce que je veux envoyer les données de manière fiable ou est-ce que je veux envoyer les données de manière non fiable? La fiabilité et la non-fiabilité ont leurs avantages et leurs inconvénients. Regardons d'abord TCP ou protocole de contrôle de transmission, Transmission Control Protocol en anglais. La première chose à comprendre est que lorsque nous envoyons des données, un fichier, par exemple, l'envoi ne va pas être fait d'un seul coup, il va être envoyé dans nombreux morceaux de données. L'ordinateur récepteur recueille ensuite ces morceaux et les met tous ensemble, puis reconstruire le fichier. La question qui se pose: que se passe-t-il si certaines des données que nous avons envoyées sont perdues en cours de route? L'ordinateur récepteur ne pourra pas assembler les pièces et vous vous retrouverez probablement avec un fichier corrompu. C'est donc la raison pour laquelle nous avons besoin d'une méthode pour envoyer des données de manière fiable, quelque chose qui peut renvoyer ou résoudre le problème pour les données manquantes ou corrompues, et c'est exactement ce que fait le TCP. Le TCP est l'option la plus largement choisie pour la transmission des données, car il permet d'envoyer et de recevoir des données de manière fiable. S'il y a un problème de réseau et que certains segments sont perdus en cours de route, TCP peut les récupérer. TCP peut fournir une connexion stable et fiable de 3 manières. Premièrement, il utilise les numéros d'accusé de réception. Deuxièmement, il utilise les numéros de séquence. Le troisième TCP ajoute une somme de contrôle. Mais avant que tout cela ne se produise, TCP établit une connexion fiable, et il fait cela en utilisant ce qu'on appelle la poignée de main à 3 voies, three-way handshake en anglais, et cela ressemblait à quelque chose comme la suite. D'abord, l'ordinateur expéditeur envoie un message appelé SYN qui est l'abréviation de Synchronize. L'ordinateur récepteur répond alors par un message ACK,
c'est l'abréviation d'acquittement, et ce message contient également un message SYN du récepteur, donc ce message est appelé SYNACK. 3. Enfin, l'ordinateur expéditeur accuse la réception par un message ACK. Nous avons maintenant une connexion TCP ouverte. Un processus similaire est également suivi lorsqu'on ferme cette connexion. Lors de l'ouverture de cette connexion, TCP va gérer les numéros de séquence, il attribuera des numéros aux segments au fur et à mesure de leur envoi. De cette façon, l'appareil récepteur peut collecter ces segments, les réorganiser correctement et déterminer si des segments sont manquants. Le numéro de séquence est juste un champ dans l'entête TCP, ces messages sont ensuite acquittés. Si on veut faire une analogie dans la vie réelle, l'expéditeur dit « J'ai envoyé des données ». Le récepteur dit « J'ai reçu ». L'expéditeur dit « J'ai envoyé des données ». Le récepteur dit « Je l'ai reçu ». Et ainsi de suite. Cette méthode consiste à utiliser des numéros de séquence, des numéros d'accusé de réception, et une somme de contrôle, checksum en anglais. La somme de contrôle est le résultat d'un simple calcul effectué sur les données. Si les données ont été transmises avec succès, la somme de contrôle exécutée au côté réception doit correspondre à la somme de contrôle exécutée au côté de l'expéditeur. S'il y a eu des problèmes en cours de route et que certains bits ont été endommagés, il y aura une discordance de somme de contrôle, et le segment sera ignoré. Comme nous l'avons déjà vu, un en-tête TCP est ajouté aux données d'application pour créer un segment ou TPDU. Voici à quoi ressemble un en-tête TCP. Nous avons les numéros de port que nous couvrirons plus tard, la séquence, les numéros d'accusé de réception, la somme de contrôle, et autres informations. La communication non fiable se présente sous la forme d'UDP ou protocole de datagramme utilisateur, User Datagram Protocol en anglais. UDP ne gère pas les erreurs, ni le séquençage, ni la fiabilité comme le TCP. Vous pouvez penser à UDP comme une sorte de mitrailleuse de données qui tirait et tirait en continuité sans avoir à se soucier de la perte ou non des données. Alors, pourquoi envisagerions-nous d'utiliser UDP si ce n'est pas fiable ? Alors que TCP offre une connexion et une fiabilité exceptionnelles, tout cela a un prix de ressources et de latence. TCP est idéal pour les tâches les plus courantes telles que la navigation sur le web, les transferts de fichiers, etc. La latence ne devrait pas être un problème dans ce cas de figure, en échange d'une connexion stable. UDP est très utile dans les situations où nous avons besoin de connexion en temps réel. Par exemple, les appels vocaux, les appels vidéo et les jeux, qui nécessitent des connexions rapides ou temps réel. Une latence très petite sont primordiales dans ces situations. Par ailleurs, un peu de gig dans un appel vocal peut être acceptable. D'un autre côté, si nous essayons de renvoyer des données vocales, cela pourrait entraîner une latence et rendre l'appel inaudible. Vous pouvez voir ici que un en-tête UDP a beaucoup moins d'informations que l'en-tête TCP. Nous n'avons que les numéros de port, la longueur des données, et une somme de contrôle. Le petit en-tête de UDP signifie qu'il est plus léger et plus rapide, alors il est parfait pour le trafic en temps réel. Les numéros de port,
La couche 4 est également responsable du choix des numéros de port. Que sont les numéros de port et pourquoi avons-nous besoin de numéros de port? Eh bien, disons que vous vivez dans cette maison, vous voudrez probablement recevoir des lettres ou des colis. Donc que faisiez-vous? Vous installez une boîte aux lettres. Maintenant, quand le facteur arrive, vos lettres peuvent être placées dans cette boîte aux lettres. La boîte aux lettres permet au service postal d'accéder à votre maison, et les ordinateurs fonctionnent de la même manière. Le message dans ce cas correspond aux données de l'application et la boîte aux lettres est le numéro de port de cette application, il donne accès à votre ordinateur pour ce service. Maintenant, au lieu d'une maison, il peut s'agir d'un serveur et ce serveur peut exécuter un serveur mail, un site web ou tout autre service auquel nous voulons envoyer des données. Disons que nous voulons accéder au serveur web. Nous tapons l'adresse web ou l'URL du site que nous voulons visiter et la première chose que l'ordinateur fera est de convertir cette URL en une adresse IP. Cela se fait en utilisant le DNS, qui convertit cette adresse web en une adresse IP. L'ordinateur envoie ensuite la demande au serveur. Mais ce serveur peut non seulement héberger un site web utilisant HTTP, mais aussi un serveur de messagerie utilisant SMTP ou même un serveur de fichiers utilisant FTP. Alors, comment le serveur sait-il à quelle application envoyer la demande? Eh bien, ces applications ont quelque chose appelé un numéro de port, qui leur est attribué. HTTP a le numéro de port 80. Le numéro de port 25 est attribué au SMTP. Et FTP reçoit les numéros de port entre 20 et 21. Ainsi, comme les numéros de port sont des numéros standards, tous les ordinateurs les connaîtront. Lorsque nous avons fait notre demande web, notre ordinateur savait que nous essayions d'accéder à un site HTTP, il a donc ajouté le numéro de port de destination de 80 à l'entête de TCP. L'ordinateur choisira également un numéro de port source généré aléatoirement pour recevoir une réponse. L'adresse IP et le numéro de port sont souvent écrits comme ceci. L'adresse IP, puis, le numéro de port de destination. Le serveur recevra cette demande, regarde le numéro de port de destination, se rend compte que la demande concerne l'application web et la transmet à cette application. Le serveur répondrait alors. Cette fois, les numéros de port sont inversés, le port de destination est maintenant celui généré aléatoirement et le port source est notre numéro de port bien connu 80. Encore une fois, lorsque nous recevons cette réponse, notre ordinateur regarde le numéro de port. Le numéro de port permet à notre ordinateur de savoir à quelle application l'envoyer et dans ce cas notre navigateur et même sur quel onglet de ce navigateur l'afficher. Chaque onglet a un numéro de port. Ainsi, l'adresse IP porte les données à l'ordinateur, puis le numéro de port porte ces données à la bonne application. La couche 3, la couche réseau. Cette couche peut être décomposée en deux parties interactives. La première partie, le plan de données ou le plan de commutation, qui consiste à gérer le fonctionnement de préroutage comme le réacheminement IP ou IP forwarding et l'adressage IP. La deuxième partie, le plan de contrôle,
qui se compose de protocoles et d'algorithmes de routage. Tout d'abord, on va examiner l'adressage IP du plan de données de la couche réseau. Nous descendons toujours dans le modèle TCP/IP comme si nous envoyions des données, donc de haut en bas. Dernièrement, nous avons vu comment les données peuvent être envoyées en utilisant TCP et UDP. Nous avons également vu comment les données parviennent à une application particulière à l'aide des numéros de port. Maintenant, nous sommes descendus vers la couche réseau pour voir comment ces données parviennent réellement au destinataire. Cette couche est responsable des adresses IP. Alors, qu'est-ce qu'une adresse IP ? Une adresse IP est un identifiant unique attribué à chaque appareil connecté à un réseau informatique. L'analogie la plus courante pour une adresse IP est le service postal. Pour que le service postal fonctionne, chaque maison doit avoir sa propre adresse unique. Si vous voulez, par exemple, envoyer une lettre, vous devez écrire l'adresse de destinataire sur l'enveloppe. De cette façon, lorsque vous envoyez la lettre, le facteur sait exactement où la livraison aura lieu. Évidemment, l'adresse doit être unique. Sinon, votre message pourrait finir par être envoyé à quelqu'un d'autre, ou vous pourriez aussi recevoir des messages de quelqu'un d'autre. Alors, les choses peuvent ne pas aller si bien. Les ordinateurs fonctionnent de la même manière. Chaque ordinateur d'un réseau doit avoir une adresse unique appelée adresse IP et lors de l'envoi de données d'un ordinateur, exactement comme dans le cas d'envoi d'un courrier, nous devons ajouter l'adresse de destinataire. Nous devons également inclure une adresse de retour afin que le destinataire sache où y répondre. Alors, regardons une adresse IP. Il s'agit d'une adresse IP version 4 qui est la plus courante en ce moment, bien que nous passions lentement à la nouvelle version de IP6. Une adresse IP version 4 a une longueur de 32 bits, ce qui signifie qu'elle contient 32 chiffres binaires. Nous examinerons cela plus en détail plus tard lorsque nous aborderons le sous-réseau. Il contient 4 sections appelées octets. Ces octets sont séparés par des points. Chaque octet en théorie peut contenir n'importe quel nombre entre 0 et 255. Pourquoi 255 ? Eh bien, notre nombre de 32 bits est séparé en 4 lots de 8, et 255 est le plus grand nombre qui peut être fait à partir de 8 bits. L'adresse elle-même, l'IP adresse, est séparée en 2 parties. La première partie représente le réseau, et la deuxième partie représente l'hôte. Pour savoir quelle partie de l'adresse IP représente le réseau, nous nous appuyons sur quelques premiers bits binaires de gauche, mais depuis le début des années 90, nous avons quelque chose qui s'appelle un masque de sous-réseau. Un masque de sous-réseau est toujours associé à une adresse IP et est utilisé pour identifier la section réseau et la section hôte de l'adresse. Dans sa forme la plus simple, chaque fois que vous voyez 255, il s'agit de la partie réseau de l'adresse. Et chaque fois que vous voyez un 0, c'est la partie hôte de l'adresse. Cela peut devenir un peu plus compliqué que cela, mais nous y reviendrons plus tard. Une adresse postale est l'adresse de la rue et le numéro de la maison ou de l'immeuble, la ville et le pays. Au lieu d'adresse de la rue, la ville et le pays, vous avez des numéros de réseau et au lieu de numéros de maison, vous avez des numéros d'hôtes.
Ici, nous avons deux réseaux 192.168.5.0 et 192.168.10.0 avec un sous-réseau de 255.255.255.0. Lorsque vous voulez identifier un réseau dans leur ensemble, vous utilisez souvent simplement 0 pour la section hôte. À l'intérieur de nos réseaux, nous avons les hôtes avec des IP adresses qui terminent par .1, .2, .3, .4, .5, .6, etc. Il est courant dans un diagramme de réseau d'afficher simplement que la partie haute de l'adresse, si vous connaissez déjà la partie réseau. C'est-à-dire .1, .2, .3, .4, .5, .6. Au lieu de 192.168.5.1, 192.168.5.2, 192.168.5.3, 192.168.5.4, 192.168.5.5, 192.168.5.6. Par exemple, si nous avons des données à envoyer vers 192.168.5.3 avec un masque de sous-réseau de 255.255.255.0, où les enverrions-nous? Eh bien, si nous regardons le masque de sous-réseau, on voit que le réseau est 192.168.5. Alors, le chiffre 3 est notre numéro d'hôte. Nous l'envoyons donc à l'hôte 3 du réseau 192.168.5, partie gauche de l'IP adresse. Pour rendre l'allocation d'adresses évolutive, au début, il a été décidé de diviser toutes les adresses IP disponibles en groupes et ces groupes étaient appelés classes. Les principaux étant la classe A, la classe B et la classe C. Il existe également la classe D pour quelque chose appelé adresse multicast, et la classe réservée à une utilisation expérimentale. Nous allons nous concentrer sur les trois premiers. Chaque classe a une plage d'adresses IP. Les adresses de classe A sont comprises entre 1.0.0.0 et 126.255.255.255 avec un masque de sous-réseau de 255.0.0.0. Les adresses de classe B sont comprises entre 128.0.0.0 et 191.255.255.255 où le masque de sous-réseau de 255.255.0.0. Les adresses de classe C sont comprises entre 192.0.0.0 et 223.255.255.255 avec un masque de sous-réseau de 255.255.255.0. La classe a 3 octets disponibles pour l'allocation d'hôtes, ce qui signifie que nous pouvons avoir 16 777 214 hôtes pour une seule classe de réseau. Alors, pour des réseaux étendus et massifs, la classe B a 2 octets disponibles pour l'allocation d'hôtes, nous ne pouvons donc avoir que 65 534 hôtes sur un seul réseau de classe B, encore un très grand nombre. La classe C n'a qu'un seul octet disponible pour l'allocation d'hôtes. Cela signifie donc que nous pouvons obtenir 254 hôtes par réseau de classe C. Alors, si on regarde une adresse IP, on peut savoir à quelle classe elle appartient.
Le moyen le plus simple de le faire est de mémoriser le premier octet. Si une adresse IP commence directement par le numéro 10, vous savez que c'est un réseau de classe A. S'il commence par 192, vous connaissez sa classe C et ainsi de suite. Mais il y a un problème. Le problème est que personne n'aurait pu prédire l'explosion massive du nombre d'ordinateurs dans l'Internet. En fait, il ne reste plus d'adresses IP version 4 non allouées. C'est pourquoi la nouvelle version IP version 6 a été conçue. Cela nous donnera plus qu'assez d'adresses IP pour absolument tout le monde. Mais en attendant, et pour prolonger la durée de vie de l'IP version 4, il y a une solution consiste à découper ou extraire des petites parties de les trois classes et à les appeler des adresses IP privées, et toutes les autres adresses sont appelées adresses publiques. Les adresses privées et publiques utilisent toujours le même masque de sous-réseau pour cette classe et ils peuvent toujours avoir le même nombre d'hôtes. La différence est que les adresses IP publiques doivent être uniques, les adresses privées peuvent être utilisées encore et encore, économisant ainsi des millions ou des milliards d'adresses IP publiques. Voilà comment cela fonctionne. Disons que dans votre maison, vous avez un PC, un téléphone et une imprimante. Vous pouvez choisir n'importe quelle plage d'adresses IP privées que vous souhaitez à utiliser. Dans ce cas, nous choisirons la classe C et le réseau 192.168.1.0 par exemple, et nous attribuerons nos adresses IP aux équipements. N'oubliez pas que pour le réseau de classe C, le masque de sous-réseau par défaut est 255.255.255.0, ce qui signifie que 192.168.1.0 est notre adresse du réseau, et le dernier numéro est notre adresse d'hôte. Ainsi, tous nos appareils peuvent communiquer entre eux sans aucun problème. L'intérêt ici est que les adresses IP privées peuvent être utilisées par n'importe qui. Par exemple, vos voisins peuvent également utiliser les mêmes adresses IP que vous. Et c'est bien, les adresses IP privées ne doivent être uniques qu'au sein de votre propre réseau. Cependant, il y a un problème que, les adresses IP privées ne peuvent pas être utilisées sur Internet, sinon nous aurions des adresses IP en double partout et les données ne finiraient jamais par arriver aux bons endroits. Pour cette raison, seules les adresses IP publiques peuvent être utilisées sur Internet. Ceux-ci doivent être uniques. Lorsque vous vous inscrivez auprès de votre fournisseur de services Internet ISP, il vous émettra une adresse IP publique que vous pouvez utiliser sur Internet. Habituellement, il ne vous donne qu'une seule adresse. Cette solution nous permet de prolonger la durée de vie de l'IP version 4, car au lieu d'utiliser une adresse IP pour chacun de notre groupe des appareils, nous n'utilisons qu'une adresse publique. La façon dont nos appareils communiqueront avec Internet via leur adresse IP publique consiste à utiliser quelque chose appelé traduction d'adresse réseau NAT. Pour plus comprendre le fonctionnement l'adressage IP, nous devrions avoir une idée sur les binaires et les sous-réseaux. La construction et la représentation d'une adresse IP version 4 est le système de numérotation binaire. Alors maintenant, nous allons examiner le système de numérotation binaire des adresses IPv4. Dernièrement, nous avons examiné les adresses IP, ce qu'elles sont et ce qu'elles font. Maintenant, nous allons monter d'un cran. Le binaire est la façon dont les ordinateurs traitent les données et ce n'est qu'un tas d'uns et de zéros. C'est très simple, une adresse IP version 4 a une longueur de 32 bits,
cela signifie que l'adresse est composée de 32 chiffres binaires, chaque chiffre est appelé un bit. L'adresse IP contient 4 octets, chaque octet contient 8 bits binaires. Lorsque nous saisissons une adresse IP, l'ordinateur la convertit en binaire et pour bien comprendre le fonctionnement des adresses IP, nous devons être en mesure de faire de même. Nous allons utiliser un seul octet pour notre conversion, puis le même processus est répété pour le reste de l'adresse IP. Nous avons donc ici 8 bits binaires, ces bits peuvent être un 1 ou un 0. Alors, comment pouvons-nous faire des nombres comme 192 à partir de 1 et de 0? Eh bien, chaque bit représente une valeur, la valeur doublera en taille de droite à gauche, cela s'appelle la puissance de 2. En utilisant ce graphique, nous pouvons voir que chaque bit se voit attribuer sa propre colonne. Il est important de savoir que le 1 signifie activer et 0 signifie désactiver. Cela signifie que nous pouvons activer ou désactiver les colonnes simplement en ajoutant un 1 ou un 0. Alors, essayons-le. Toutes nos colonnes ont actuellement un 0, toutes les colonnes sont désactivées, donc notre valeur binaire est 0. Si nous activons une colonne en ajoutant un 1, quelle valeur cela nous donne-t-il? Cela nous donne 1. Si nous mettons un 1 dans la colonne 2, cela nous donne une valeur de 2. C'est simple jusqu'ici, non? Ok, cette fois, allumons les colonnes 1 et 2. Que faisons-nous ici? Nous devons additionner toutes les colonnes qui ont un 1 afin que notre valeur ici soit 3. Essayons celui qui est un peu plus difficile. Notre valeur binaire est 00101101. Nous devons juste additionner toutes nos colonnes. 32 plus 8 plus 4 plus 1 égale 45. Donc 45 est notre nombre. Ok, maintenant nous avons passé en revue les bases, apportons une adresse IP et la convertissons en binaire. Rappelez-vous qu'il y a 8 bits dans chaque octet, nous allons donc faire celui-ci un à la fois. Le premier nombre de notre adresse IP est 192, donc c'est le nombre que nous devons générer à partir de nos bits binaires. Nous commençons toujours par la valeur la plus élevée possible. Dans ce cas, 128, nous mettons donc un 1 dans cette colonne. Cela nous laisse avec 64 restants et cela se trouve être la colonne suivante, donc nous ajouterons un 1 là aussi. Cela signifie que notre valeur binaire pour 192 est 1100000. Le numéro suivant de notre adresse IP est 54 encore une fois. Nous commençons avec le nombre le plus élevé possible cette fois, c'est 32, cela nous laisse avec 22, donc nous pouvons ajouter 16, alors nous nous retrouvons avec 6, nous pouvons l'obtenir en ajoutant le 4 puis le 2 et c'est tout, donc la valeur binaire pour 54 est 00110110. Le nombre suivant est 103. Si vous pensez que vous avez l'idée maintenant, essayez de mettre la vidéo en pause, d'écrire ce tableau de puissance de 2 et d'essayer de trouver comment obtenir 103. Nous commençons par 64 parce que c'est la valeur la plus élevée que nous pouvons utiliser, plus 32 qui nous donne 96. Donc, il ne reste plus que 7. Nous ajouterons 4, 2 et 1, ce qui signifie que la réponse est 01100111. 103 est 01100111 une en binaire. Et le dernier à faire est 29,
Nous avons donc besoin de 16, 8, 4 et 1, ce qui signifie que notre dernière valeur binaire est 000111101. 29 est 000111101 en binaire. Et nous avons maintenant converti notre adresse IP en binaire. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas quelque chose que vous devez faire tout le temps, mais il est extrêmement important que vous compreniez comment cela fonctionne, d'autant plus que nous progressons. Nous avons parlé de la façon dont une adresse IP est divisée en une partie réseau et une partie haute et la façon dont nous savons ce qui est avec un masque de sous-réseau. Alors, notre adresse IP 192.54.103.29 est une adresse de classe C. Nous devons donc savoir que le masque de sous-réseau par défaut est 255.255.255.0. Auparavant, je disais que partout où il y avait un 255, c'était la partie réseau, et partout où il y avait un 0, c'était l'hôte. C'est vrai dans la forme la plus simple, mais cela peut devenir un peu plus compliqué que cela. La vraie façon de voir quelle partie d'une adresse IP est la partie réseau est de regarder les bits binaires du masque de sous-réseau. Chaque fois que vous voyez un 1, ce bit est de la partie réseau. À chaque fois que vous voyez un 0, c'est de la partie haute. Maintenant, au lieu d'un masque de sous-réseau complet, vous le verrez souvent écrit sous la forme d'une barre oblique puis du nombre de bits du réseau. Dans ce cas, au lieu de 255.255.255.0, nous pourrions l'écrire comme barre oblique 24, ceci est généralement ajouté à la fin de l'adresse IP. Regardons de plus près la partie haute. Vous pouvez voir que nous avons 8 bits en repensant à notre graphique. Combien d'adresses d'hôtes pouvons-nous avoir avec 8 bits ? Nous pouvons avoir tous les 0, tous les 1 ou n'importe quoi entre les deux. 255 est le nombre que nous obtenons si nous additionnons toutes les colonnes. Cela signifie que nous avons un nombre total de 256 combinaisons possibles et que cela comprend 0. Il y a un problème cependant, vous ne pouvez pas utiliser la première ou la dernière adresse IP pour un hôte, celles-ci sont réservées. La première adresse dans ce cas 192.54.103.0 est l'adresse du réseau, ID réseau. Et la dernière adresse 192.54.103.255 est une adresse de diffusion. Ceci est utilisé pour envoyer des messages à tous les ordinateurs de ce réseau. Nous n'avons donc que 254 hôtes utilisables. N'oubliez donc pas que vous ne pouvez pas attribuer la première ou la dernière adresse à un hôte. Ok, ce sont les bases du binaire. Nous l'utiliserons beaucoup au fur et à mesure, surtout lorsque nous passerons au sous-réseau. Couche 3 : le plan de contrôle, routage. On va maintenant traiter la deuxième partie de la couche réseau, le plan de contrôle. Sur Internet, les paquets contenant les contenus ou les données de l'application, texte, image, vidéo, son, passant à travers un certain nombre de routeurs différents pour atteindre le poste de travail cible. Ces routeurs prennent des décisions de réacheminement en fonction de ce que contiennent les adresses IP de destination dans ces paquets. Chaque routeur sait seulement quelle est l'étape suivante pour pouvoir acheminer le paquet sur son chemin. Il existe une liste de ces prochaines étapes contenues dans chaque routeur, et cela s'appelle une table de routage. Prenons l'exemple de Sam qui envoie un paquet IP à Jack. Il existe un certain nombre de routeurs différents entre ces deux réseaux.
Sam envoie le paquet IP à son routeur par défaut, la passerelle. Ce routeur va regarder l'adresse IP de destination contenue dans ce paquet, et il va comparer cette adresse IP à une liste de routes qui sont contenues dans sa table de routage. Lorsqu'il détermine où va se dérouler l'étape suivante, il envoie ce paquet au saut suivant, Next Hop en anglais. Le même processus se produit sur le routeur suivant sur la ligne. Basant sur la table de routage, le paquet va être envoyé via l'interface appropriée. Et enfin, sur le dernier routeur, la même chose se produit, et le paquet va être envoyé via l'interface qui le rapprochera de la machine de Jack. Une des méthodes de définir cette liste d'itinéraires dans la table de routage est de les ajouter manuellement, ajouter toutes les IP adresses des réseaux sur la route, à la table de routage par l'administrateur du réseau. Nous appelons cette méthode de routage le routage statique. Et l'administrateur de ce routeur est celui qui déterminera les décisions de routage prises et où le trafic circule lorsqu'il passe par ce routeur. Si vous avez un réseau relativement petit ou simple, il peut être plus facile de tout acheminer de manière statique. Dans ce cas, vous n'avez pas à vous soucier d'exécuter des protocoles de routage dynamique, et aussi, pas de surcharge supplémentaire des protocoles de routage qui occupant les processeurs et la bande passante. Dans la vie réelle, cela se fait généralement sur des sites distants où il n'y a qu'une seule façon d'envoyer des données. Vous ajouteriez donc généralement une seule route statique sur ce routeur. Vous pouvez également considérer le routage statique comme étant plus sécurisé car un protocole de routage dynamique n'est pas capable de modifier la manière dont le trafic est acheminé via votre routeur. Mais les routes statiques peuvent être plus difficiles à administrer, en particulier sur les réseaux étendus et auxquels sont associées beaucoup plus de routes. Il est très facile de se tromper avec le routage statique et de configurer accidentellement une boucle de routage sur un réseau étendu et massif comme ça. Aussi, un de ces inconvénients du routage statique est s'il y a un changement au réseau et que l'un de ces liens tombe en panne, vous, en tant qu'administrateur, devrez vous connecter à ce routeur et reconfigurer manuellement la route statique. Lorsque vous travaillez avec des tables de routage, vous devez interpréter cette table de routage du point de vue de ce routeur individuellement. Par exemple, regardons cette configuration réseau où nous avons Sam, Jack et Tilsey sur cette configuration réseau particulière, où ils sont séparés les uns des autres par 3 routeurs individuels. Regardons uniquement le routeur 1 pour cet exemple de routage statique particulier. On sait que le routeur 1 est directement connecté au réseau 10.10.10.0/24, c'est celui-là, où vous avez une connexion directe au réseau 10.10.40.0, c'est celui répertorié ici. Et nous sommes directement connectés au réseau 10.10.50.0. Si Sam a besoin d'envoyer du trafic à Jack, nous aurons besoin d'une route à l'intérieur du routeur 1 qui permettra cette communication. Nous devons donc ajouter une route vers 10.10.20.0/24. Et nous dirons au routeur 1 si vous avez besoin d'accéder à ce réseau, vous devez envoyer tout ce trafic vers 10.10.40.2. Ajoutons une autre route statique qui nous permettra d'envoyer du trafic vers le réseau de Tilsey.
nous ajouterons une autre entrée de routage pour 10.10.10.30.0, car c'est le réseau sur lequel se trouve TLC. Et nous dirons que pour accéder à ce réseau, nous devons envoyer tout ce trafic vers 10.10.50.2, qui est l'interface sur le routeur 3. Beaucoup de configurations pour juste ajouter 2 routes statiques supplémentaires dans ce routeur. La solution pour que tout ce processus soit géré automatiquement et que vous n'ayez pas du tout à ajouter de route, c'est le routage dynamique. Dans ce cas, les routeurs s'envoient des mises à jour les uns aux autres, et s'il y a des changements sur le réseau, il mettra à jour ces tables de routage en seulement quelques secondes afin que tous les routeurs sachent exactement comment envoyer le trafic sur le réseau. Cela signifie que nous n'avons pas à effectuer de configuration manuelle des itinéraires. Si de nouvelles routes apparaissent soudainement, elles seront automatiquement ajoutées à tous les autres routeurs de notre environnement. Et il pourra évoluer à mesure que nous ajouterons de plus en plus de routeurs à notre infrastructure. Le routage dynamique présente certains inconvénients. Il surcharge un peu le réseau, car il utilise une certaine bande passante pour pouvoir envoyer ses mises à jour entre les routeurs. Aussi, il utilise la mémoire et le processeur des routeurs pour stocker les informations du routage. De plus, une configuration initiale qui doit avoir lieu pour pouvoir envoyer ces routes dynamiques entre tous les différents routeurs. Prenons l'exemple de Sam, Jack et TLC. Et nous examinons toujours les itinéraires du point de vue du routeur 1. Nous avons toutes les routes connectées qui sont automatiquement ajoutées à chaque table de routage, mais maintenant nous devons avoir les routes non connectées directement, afin que nous puissions communiquer avec le réseau 10 octobre 2020 et le réseau 10 octobre 2030. Avec un protocole de routage dynamique, les routeurs distants enverront des mises à jour de routage à tous les autres routeurs sur le réseau. Et lorsque ces mises à jour du routeur sont reçues, les informations sont automatiquement ajoutées à la table de routage. La même chose se produira quand la mise à jour du routage provient du routeur 3 vers le routeur 1. Et le routeur 1 mettra automatiquement à jour sa table de routage en utilisant ce protocole de routage dynamique. Maintenant, nous allons examiner les protocoles et algorithmes de routage dynamique. Si vous êtes l'administrateur réseau d'un réseau routé, vous utilisez probablement un certain type de protocole de routage dynamique. C'est celui qui communiquera automatiquement entre les routeurs, afin que tous les routeurs connaissent toutes les routes disponibles sur le réseau. Ils fournissent automatiquement des informations de sous-réseau à ces routeurs. Et en utilisant ces informations, les routeurs sont en mesure de trouver le meilleur chemin pour pouvoir transférer le trafic sur le réseau. En cas de panne ou de rupture de liaison, ces protocoles de routage dynamique peuvent converger à nouveau et créer un tout nouvel ensemble de routes qui contourneront les problèmes qui peuvent exister sur le réseau. C'est la responsabilité du routeur à décider quel chemin est le meilleur chemin à emprunter pour acheminer le trafic du point A au point B. Mais cette décision est associée aux nombreuses variables. Le routeur décide-t-il du chemin à suivre en fonction de l'état de la liaison? Ou est-ce que le routeur détermine la distance, la connexion entre A et B, et en fonction de la distance prend-il sa décision de routage? Alors, il doit y avoir un type de formule qui est utilisé par le routeur pour pouvoir rassembler toutes ces informations sur le réseau et pouvoir créer une liste des meilleurs itinéraires vers les pires itinéraires.
Pour décider quel protocole de routage dynamique pourrait fonctionner le mieux dans notre environnement, il faut penser aux meilleures routes, distances, vitesse, et la convergence. Certains protocoles de routage sont capables de converger très rapidement pour maintenir le réseau opérationnel, et d'autres protocoles de routage prennent un temps prolongé pour pouvoir reconstruire les routes dont il a besoin pour pouvoir fonctionner. Si nous connectons un certain nombre de routeurs différents de différents fabricants, nous souhaitons peut-être choisir des protocoles très standardisés par rapport à certains qui pourraient être la propriété d'un fabricant particulier. Les protocoles de routage dynamique qui utilisent une formule basée sur une distance pour déterminer le meilleur itinéraire sont appelés protocoles de routage à vecteur de distance, distance vecteur en anglais, DV. Avec les protocoles de routage DV, chaque routeur détermine le nombre de routeurs entre l'expéditeur et le destinataire. Ce nombre de routeurs est appelé le nombre de sauts, number of wraps en anglais, avec une connexion peut-être loin de l'expéditeur, et le vecteur du routage décisif de ce nombre de sauts est la distance que nous allons utiliser. Une distance de 5 sauts pour arriver à un endroit, c'est une distance beaucoup plus courte que de prendre 10 sauts pour aller autrement. Faire une détermination de routage basée sur cette seule métrique de distance signifie que ce protocole de routage est relativement simple à mettre en place et fonctionne très bien dans des réseaux relativement petits. Cependant, cela peut être difficile à gérer car le réseau peut se développer beaucoup. RIP version 2 et EGRP de Cisco sont de bons exemples de protocoles de routage à vecteur de distance. Pour un exemple sur le routage à vecteur de distance, nous avons Sam qui doit envoyer du trafic à Jack. Et entre Sam et Jack, il y a 3 routeurs différents. Il y a un routeur 1, un routeur 2 et un routeur 3. Vous pouvez voir que le routeur 1 et le routeur 2 sont connectés l'un à l'autre à 100 mégabits. Mais le routeur 2 et le routeur 3 et le routeur 3 et le routeur 1 sont connectés à des vitesses beaucoup plus élevées d'1 gigabit par seconde. Avec le routage à vecteur de distance, la vitesse n'a pas d'importance, la seule chose qui compte est d'avoir le nombre de sauts le plus bas pour pouvoir aller du point A au point B. Ainsi, lorsque Sam envoie ces informations au routeur 2, le routeur 2 sait que le plus petit nombre de sauts sera directement vers le routeur 1, puis vers Jack. Même si le trafic est peut-être arrivé plus rapidement à Jack s'il était allé au routeur 3 puis au routeur 1, cet algorithme de routage DV choisit toujours le plus petit nombre de sauts. De routeur 2 vers le routeur 1, les protocoles de routage à état de lien, link state en anglais LS, sont moins préoccupés par le nombre de sauts que par la qualité de la connexion entre ces deux appareils A et B. Le protocole LS. Si le réseau est opérationnel, vous pouvez accéder à cet emplacement. Si le réseau est en panne, vous ne pouvez pas accéder à cet emplacement. Et les protocoles de routage à l'état de lien prennent également en compte la vitesse de la liaison, c'est-à-dire, une connexion plus rapide aura une priorité plus élevée que l'envoi de données sur une connexion à bande passante plus lente. Comme vous pouvez l'imaginer, ce sont des protocoles de routage beaucoup plus flexibles, nous avons donc tendance à les voir utilisés sur des réseaux étendus. OSPF est un protocole de routage à état de lien très populaire, utilisé sur les plus grands réseaux du monde pour pouvoir fournir des mises à jour de routage dynamique. Avec le routage à l'état de liaison, Sam continuera d'envoyer ce trafic au routeur 2.
Mais, cette fois-ci, le routeur 2 sait que la connexion la plus rapide sera d'envoyer ce trafic au routeur 3, et ensuite au routeur 1, et enfin à Jack. Certains protocoles de routage utilisent un peu l'état de lien et un peu de vecteurs de distance et les combinent pour en faire un protocole de routage dynamique hybride. Un bon exemple de protocole de routage hybride est le BGP, ou un protocole d'échange de route externe. Ce protocole détermine quel itinéraire est le mieux en basant sur les chemins, les stratégies du réseau, ou certains ensembles de règles préconfigurées que vous définissez à l'intérieur du routeur. Pour résumer, en général, nous pouvons diviser les protocoles de routage en deux catégories. Vecteurs de distance et état du lien. Ce sont deux approches totalement différentes du fonctionnement d'un protocole de routage. D'un point de vue macro, nous pouvons dire qu'un routeur exécutant un protocole de routage d'état de liaison construit une carte complète du réseau. Chaque routeur partage des informations sur chaque chemin qu'il connaît avec ses voisins transmettent ces informations à leurs voisins, et ainsi de suite. Le résultat est que chaque routeur construit la même carte du réseau. Les protocoles de routage à vecteurs de distance qui incluent le RIP adoptent une approche différente. Les routeurs partageront toujours les informations de routage avec leurs voisins, mais ils ne créeront pas de carte complète. En termes simples, ils partagent un réseau et à quelle distance il est. Par exemple, un routeur pourrait dire que je connais le réseau 10.10.10.0 et qu'il est à 2 sauts. Dans cet exemple, le routage correspond à la distance du réseau avec le vecteur qui est la direction vers ce réseau. Cela rend les protocoles de routage à vecteurs de distance plus comme des panneaux indiquant le chemin qu'une carte. Si un routeur obtient une mise à jour pour le même réseau de deux voisins différents, il regardera la distance et utilisera le chemin qu'il pense être le meilleur. La couche 2, liaison de données. Maintenant on va descendre vers la couche 2, la couche de liaison de données qui s'occupe de la livraison locale de trames entre dispositifs présents sur un même LAN. Les trames de liaison de données sont des unités de données de protocole de liaison ou LPDU. Link Protocol Data Uni est l'unité d'information échangée au niveau 2. Les normes où le protocole Ethernet fonctionne ici, et il est responsable de l'ajout d'un autre type d'adresse appelée l'adresse MAC, l'entête de couche 2. Alors, qu'est-ce qu'une adresse MAC ? MAC signifie le contrôle d'accès au support, Media Access Control en anglais. C'est un identifiant unique attribué à une carte réseau, aka un NIC. Voici à quoi ressemble une adresse MAC. La première chose à savoir est que contrairement à une adresse IP qui peut être modifiée, les adresses MAC sont décrites comme étant des adresses physiques. Pensez grec comme s'il était gravé dans la pierre, brûlé dans la carte réseau par le fabricant. Les MAC sont uniques et ne peuvent pas être modifiés. Eh bien, par ailleurs, vous pouvez usurper une adresse MAC. L'adresse elle-même a une longueur de 48 bits ou 6 octets, et les bits et les octets sont des valeurs binaires. L'adresse MAC comporte deux sections. Les 24 premiers bits, ou 3 octets, sont appelés l'identificateur unique de l'organisation ou WI, Organizationally Unique identifié en anglais, et il identifie le fournisseur. Les 24 derniers bits sont une valeur unique attribuée par le fournisseur qui rend cette adresse unique. Il existe 3 types d'adresses MAC. Unicas,
ce qui signifie une adresse MAC unique particulière comme celle que nous avons ici. Multicast qui est une adresse MAC utilisée par une application ou un protocole. Le tram avec cette adresse MAC sera envoyé à tous les appareils, mais seuls ceux avec cette application ou ce protocole l'écouteront. Nous avons aussi quelque chose qui s'appelle une adresse de diffusion. Cela est envoyé à tous les appareils d'un réseau et l'adresse de diffusion ressemble à ceci, ce sont tous des F. Revenons donc à notre adresse MAC Unicas. Il est important de noter qu'il existe plusieurs façons d'afficher une adresse MAC et qu'elle change en fonction de l'endroit où vous la regardez. Voici 3 façons d'afficher la même adresse MAC. Le premier est composé de 6 groupes de 2 chiffres séparés par des 2 points, c'est généralement comment Linux ou Apple afficheront leurs adresses MAC. Celui du milieu est à nouveau composé de 6 groupes de 2 chiffres, mais cette fois séparés par des tirets. C'est ainsi que Microsoft affiche ses adresses MAC. Enfin, le bas affiche l'adresse sous forme de 3 groupes de 4 chiffres, c'est ainsi que Cisco a affiché ses adresses MAC. Bien que vous voyiez probablement le format Cisco du bas dans paquet tracé dans les TP. La question qui se pose ici est, si nous avons déjà des adresses IP, donc pourquoi avons-nous besoin d'adresses MAC? Eh bien, regardons un exemple. Nous avons 4 ordinateurs et un commutateur. Les commutateurs sont généralement des périphériques de couche 2. Lorsque les ordinateurs se parlent dans le réseau local ou LAN, il s'agit de la communication de couche 2 et la couche 2 communique à l'aide d'adresses MAC. Mais lorsque nous quittons notre réseau, c'est là que les adresses IP sont principalement utilisées. Les routeurs sont des périphériques de couche 3 et ils se concentrent principalement sur les adresses IP pour porter les données vers la destination. Donc, en résumé, vous pouvez considérer les adresses MAC comme une communication locale et les adresses IP comme une communication globale. La couche 2 gère aussi la séparation ou le groupement des réseaux locaux en utilisant la notion de VLAN ou la segmentation du réseau. Voici une configuration de réseau commune qui implique 2 switches, commutateurs, séparés avec 2 domaines et périphériques de diffusion distincts. Chaque domaine de diffusion n'a aucune idée de l'existence de l'autre commutateur. Il n'y a aucun LAN virtuel ou VLAN impliqué dans cette configuration. Et il y a beaucoup de bonnes raisons de mettre en place un réseau en cette configuration. Premièrement, la simplicité. La conception du réseau est très simple car vous avez toute la segmentation sur les périphériques physiques. Deuxièmement, cette configuration minimise les effets des émissions car vous divisez le réseau en différentes parties. Troisièmement, la sécurité est certainement améliorée parce que les périphériques connectés sur un commutateur ne peuvent communiquer avec aucun des périphériques connectés sur un commutateur physiquement séparé. L'un des problèmes de cette conception, cependant, est qu'elle est difficile à mettre à l'échelle lorsque vous avez des centaines et des milliers de réseaux différents qui doivent tous être séparés, aussi, car il est difficile de gérer des centaines ou des milliers de commutateurs individuels dans un centre de données. Au lieu de cela, ce qui est couramment fait est de fournir la séparation à l'intérieur du commutateur sous une forme logique, plutôt que de fournir la séparation sous une forme physique. C'est ce qu'on appelle un LAN virtuel ou un VLAN. Avec VLAN, nous sommes toujours en mesure de segmenter le réseau, et les appareils se trouvent toujours dans des domaines de diffusion distincts, et ces appareils ne peuvent toujours pas communiquer entre eux, car il existe une séparation logique entre ces VLANs.
On peut configurer de nombreux VLAN différents sur un seul commutateur physique. Par exemple, nous avons 3 VLAN dans cet exemple. Le VLAN rouge est la salle de l'entrée. Le VLAN bleu est la salle de télécommunication. Et le VLAN vert est la salle d'infirmerie. Aucun des appareils du réseau rouge ne peut communiquer avec les autres. Le réseau bleu ne peut communiquer avec aucun des autres réseaux. Et le réseau vert est également segmenté sur son propre VLAN. La seule façon dont ces VLAN pourraient éventuellement communiquer entre eux est d'acheminer le trafic entre les différents VLAN. On peut étendre ces VLAN sur plusieurs commutateurs. Par exemple, vous pouvez avoir un commutateur Ethernet avec un VLAN 100 et un VLAN 200. Et puis, vous pourriez avoir un commutateur physique différent, qui a également le même VLAN 100 et le même VLAN 200. Une façon de connecter ces VLANs entre eux serait par brancher un câble pour le VLAN 100 et un autre câble pour le VLAN 200 entre ces deux commutateurs. Cette façon de connexion entre les VLANs n'est pas très pratique pour les réseaux massifs. Disons qu'on a 10 VLAN partagés entre ces commutateurs. Ou 100, ou 1000. Vous n'auriez même pas assez d'interfaces sur le commutateur pour pouvoir connecter tous ces VLAN les uns aux autres. Au lieu de cela, vous créeriez ce qu'on appelle une liaison VLAN, trunk en anglais. Cette liaison de connexion est une connexion physique unique entre ces deux commutateurs, mais elle est capable de transmettre plusieurs VLAN à travers cette liaison, trunk. La norme pour l'agrégation, trunk, s'appelle DOT1Q, IEEE 802.1Q. La façon dont ces informations de trunk fonctionnent est que nous prenons une trame Ethernet parfaitement normale qui a un préambule, un délimiteur de début, et 2 adresses MAC pour la source et la destination. Et finalement, une charge utile à l'intérieur de ce cadre. Mais nous devons identifier d'où vient cette trame et où il va. Nous devons insérer les informations VLAN quelque part dans cette trame. Ainsi, lorsque nous envoyons des informations sur un trunk, nous ajoutons un champ supplémentaire appelé le champ VLAN. Cette entête VLAN va maintenant spécifier ce que sera le VLAN de destination, une fois que cette trame particulière arrive à l'autre extrémité de ce trunk. Le champ VLAN est de 12 bits, cela nous donne suffisamment de chiffres pour proposer 4094 VLAN possibles que nous pouvons utiliser sur ce trunk particulier. Voyons comment ce processus d'agrégation pourrait fonctionner, et commençons par une trame Ethernet qui démarre sur cet appareil, sur le VLAN 200. Cet appareil doit communiquer avec l'appareil sur l'autre commutateur Ethernet afin que les informations soient envoyées à l'interface de trunk.1Q. À ce stade, la trame a les informations VLAN pour 200 ajoutées dans la trame, et elles sont envoyées à travers cette jonction particulière. De l'autre côté, cette balise VLAN est retirée de la trame Ethernet et elle est remise sur le réseau et envoyée au VLAN approprié. Voici donc un exemple de réseau bien segmenté, où vous avez plusieurs VLAN et tous ces VLAN existent sur plusieurs commutateurs. Vous disposez d'un VLAN rouge, bleu et vert. Et vous avez des périphériques sur chacun de ces commutateurs, qui sont membres de ces VLANs. Ces appareils sont capables de communiquer avec d'autres appareils sur leur même VLAN, en communiquant via l'un de ces jonctions 802.1Q.